Qui nous touche. Eh bien, Alexandre, ce qui retient l'attention à travers le monde aujourd'hui, ce sont des alertes au tsunami vraiment un peu partout dans le Pacifique. Oui, parce que c'est un séisme de magnitude 8,8, là, le plus puissant dans la région qui a été recensé en 73 ans, qui a frappé là, au large de la péninsule russe du Kamtchatka, et ça a provoqué des tsunamis partout dans le Pacifique avec des alertes un peu partout. Heureusement, là, semble-t-il que les dégâts, là, dépendamment des zones où on se trouve, sont moins pires qu'anticipés, mais c'est quand même, là, en Russie, par exemple, là, la région de Severokurilsk qui a été complètement évacuée. 2000 personnes dans cette petite municipalité-là qui ont pris des vidéos qui sont devenues viraux sur les réseaux sociaux où on voit l'eau monter, envahir des bâtiments un peu partout. Les Japonais également qui y ont goûté, là, eux qui sont habitués quand même là, au tsunami, au séisme là, à répétition. C'est une zone qui est très, très active de manière sismologique et on a évacué la centrale la centrale qui avait déjà été frappée à Fukushima. On s'en souviendra, en mars 2011, ça avait été une tragédie. On est encore en train là, de régler des problèmes de déchets nucléaires à cet endroit-là. Et la centrale a été évacuée, ce qui a amené toutes sortes de mauvais souvenirs. Heureusement, semble-t-il qu'il n'y a pas directement de dégâts, mais il y avait des alertes partout, jusqu'en Colombie-Britannique. On est encore dans le Pacifique et il a fallu là, rehausser le niveau d'alerte là, qui est arrivé au plus élevé pour une grande partie de la côte, parce qu'on avait peur que dans les marinas, les plages, les zones qui sont proches de l'océan, on ait des vagues là, qui pouvaient atteindre jusqu'à 3 mètres. Heureusement, comme je le dis, ça a été moins pire dans la plupart des cas, mais on n'a pas badiné avec tout ça. À 8,8, c'est énorme sur une échelle là, qui se rend habituellement jusqu'à 10. C'est rare qu'on voit des séismes qui sont assez forts comme ça pour provoquer une alerte dans l'entièreté d'un océan. C'est à la une du journal. On se souviendra de la scène, notamment au plus fort là, de cette vague migratoire vers le Canada, là, les fameuses roulottes pour abriter les demandeurs d'asile à Saint-Bernard-de-la-Colle. Surprise, surprise, elles sont de retour. Oui, forte augmentation depuis quelques semaines, particulièrement à Saint-Bernard-de-la-Colle. Ça, c'est spécial parce que le nombre de demandes d'asile qui sont traitées à peu près partout ailleurs au pays, si on compte là, le Canada au grand complet, c'est en baisse de 46% par rapport à l'an dernier. À Saint-Bernard-de-la-Colle, ça paraît pas du tout. Depuis le début de l'année, on est rendu à 10 724 demandes d'asile qui sont reçues, comparativement à 5 000 pour la même période en 2024. On se comprend que ça a complètement doublé. Et depuis le mois de juillet, on parle que ça aurait quintuplé sur la même période depuis l'an passé. Évidemment, on pointe du doigt là, cette hausse des frappes migratoires là, qui sont opérées aux États-Unis par ICE, cette agence de l'immigration qui fait des frappes un peu partout pour déporter des gens là, des États-Unis d'Amérique selon les politiques du gouvernement Trump. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui se rendent au Canada avant justement d'être déportés. On compte beaucoup de gens de la diaspora haïtienne, entre autres, là, qui sont allés se réfugier après les problèmes là, qui sont encourus dans leur pays. Et là, c'est une douzaine de roulottes qui sont installées au centre de traitement des réfugiés qui est juste à côté de la frontière. On dit là qu'elles ne sont pas utilisées pour l'instant, qu'il y en a qui sont des bureaux mobiles, il y en a qui ont des chaises, des bidons d'eau à l'intérieur. Tout est prêt à être utilisé. Mais pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. Par contre, l'hôtel Saint-Bernard-de-la-Colle, lui, où il y a des réfugiés qui sont en attente de leur traitement de demande, qui a 39 chambres, c'est complet pour l'instant. Donc, on a une répétition de cette situation-là d'il y a 3 ans, comme tu le dis. Alex, est-ce que ça va se remplir? Est-ce que ça va empirer? Comment on va traiter ces demandes d'asile-là? C'est toutes des questions qui sont en suspens. Oui, qui sont en suspens, mais la pression est toujours extrêmement forte sur les différentes provinces, dont bien sûr le Québec, la facture qui augmente. Et le fédéral, on se souviendra des largesses sous Justin Trudeau, sous le bon Marc Miller. Et c'était ultimement les provinces qui se retrouvaient avec cette pression-là sur les épaules. Ça a été abordé lors du dernier Conseil de la Fédération. Il y a des premiers ministres qui tapent du pied de plus en plus, notamment pour se faire payer ces factures. Et faut pas en même temps se mettre la tête dans le sable. On peut très bien comprendre les réfugiés haïtiens face à toutes sortes de menaces avec ICE, face aux menaces, là, l'Alcatraz des alligators, la dernière lubie du président. Ça n'a pas l'air drôle du tout, Alex. Il présente ça avec une cruauté là, incroyable pour ces gens-là. Alors, est-ce qu'on peut les comprendre, ces migrants, de vouloir fuir vers le nord? Or, la pleine capacité, elle est atteinte. À un moment donné, il y a des limites aussi pour ce qui est de la société d'accueil pour pouvoir accueillir dignement ces personnes-là. Alors, j'ose espérer que cette fois-là,
hockey, si le passé est garant de l'avenir, ils sont de moindrement appris un petit peu des erreurs du passé, qu'on aura une gestion plus serrée de tout ça. Là. Parce que je veux dire, c'est pas mieux si on accueille des gens, des réfugiés, puis on n'est pas capable de leur offrir un accueil qui est digne. Là. Bon, je pense qu'on était plusieurs à adorer, à admirer sa plume, le grand chroniqueur Pierre Foglia, qui est décédé à l'âge de 84 ans. Ouais, lui qui a demandé l'aide médicale à mourir en raison de la maladie de Parkinson qui l'affligeait déjà depuis un bon moment. Pierre Foglia qui s'est éteint et qui laisse dans le deuil des amateurs de ses chroniques là, par dizaines de milliers au Québec, laisse dans le deuil aussi des collègues journalistes. Là, dans les pages de la presse aujourd'hui, il y a plusieurs de ses collègues là, qui lui rendent des hommages assez touchants. Merci. Eux qui l'ont côtoyé longtemps, lui qui a écrit au-dessus de 4300 chroniques, qui est arrivé au Québec, lui, d'origine française, je le rappelle. Il a fait un petit passage dans l'armée française en Algérie. Arrivé en 1963 ici, il a commencé en 1969 dans les médias avec La Patrie. Après ça, il est allé au Montréal Matin et c'est finalement à la presse en 1972 où il s'est casé jusqu'en 2015 à sa retraite. Lui qui, comme tu le disais, avait une plume très littéraire. C'est beaucoup ce qu'on lit aujourd'hui dans les hommages, dans les commentaires qui lui sont rendus et qui avait vraiment une couleur bien à lui, là. Très personnelle, mais également très mordante, très cinglante par endroits. Toujours dans une prose là, qui était absolument unique. Il y a des chroniqueurs, des journalistes qui ont essayé de le réimiter là, durant des années, puis jamais personne lui est arrivé, là, sincèrement, à la cheville. Il n'y a rien qui se comparait à son style, à lui. Et là, dans les hommages, oui, il y a beaucoup d'ex-chroniqueurs, de chroniqueurs actuels, de journalistes là, qui lui rendent un hommage, mais également les voix des différents politiciens. On a François Legault qui dit que le Québec perd une voix unique. Il savait dire l'essentiel avec des mots justes et touchants. C'est ce qu'il a écrit sur X. On peut voir également Yves-François Blanchet du Bloc québécois qui lui rend un hommage. Même chose pour Éric-Pierre Champagne qui est le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, en parlant du grand talent qu'avait Pierre Foglia, entre autres là, pour l'écriture. Vraiment, des vibrants hommages. Lui qui même dans les textes qu'on peut lire, là, où on parle de son quotidien quelques jours avant sa mort, là, j'en ai lu plusieurs ce matin, qui semblait ne rien avoir perdu de son mordant. Sincèrement, lui qui est parti sur ses propres termes à 84 ans. Le chroniqueur de la presse, Simon Drouin, journaliste sportif, je devrais plutôt dire, qui était un proche de Pierre Foglia, raconte d'ailleurs les derniers moments de Pierre Foglia, lui qui partageait avec lui plusieurs passions, dont le vélo. C'était vraiment parmi les textes là, dans les différents médias ce matin. Je vous invite à lire, entre autres, celui-ci. Pierre Foglia avait une grande qualité, c'est-à-dire, il était capable de nous raconter via, par exemple, un prisme très, très singulier, c'est-à-dire l'histoire d'un homme, d'une femme ordinaire. Et par ce canal de communication-là, par cette façon de nous raconter l'histoire, abordait des sujets qui pouvaient parfois être beaucoup plus compliqués. Mais il le faisait avec une plume incroyable. Je veux dire, il n'y a personne qui ne lui arrive à la cheville. Et sa grande qualité, puis j'ai entendu plusieurs hommages dans les dernières heures, j'en ai lu beaucoup aussi. Il y avait entre autres Régent Tremblay qui disait, le grand Régent Tremblay qui disait, on pouvait être sur la même histoire, mais lui avait un angle complètement différent de tous les autres journalistes, de tous les autres chroniqueurs. Très personnel. Très personnel parce qu'il l'axait sur l'histoire. Puis je reprends son exemple. Il disait, par exemple, au Tour de France, plutôt que de parler du résultat de la journée au Tour de France, il allait à la rencontre d'un fermier qui avait vu passer le peloton, puis il racontait son expérience. Alors, vous voyez un peu le genre. Il avait donc une plume magnifique, une plume très dure aussi, parfois. On se souviendra de certaines personnes qui ont été écorchées par sa plume au fil des ans. Et il mettait en scène aussi des personnages de son quotidien. Pensons à sa fiancée, Suzon, pensons à ses chats. Il avait des tournures de phrases. Il aimait terminer ses textes par « mon vieux », entre autres choses. Alors, vous voyez... Et ça, je pense qu'il y a plusieurs chroniqueurs qui se sont inspirés de son style au fil des ans. Pour la petite histoire par rapport
à Michel Richard, et on nous le rappelait dans les pages de la presse ce matin, à une certaine époque, dans le temps de... Vous vous souvenez l'émission de télé, le Garden Party? Hein? Bon, alors là, il avait été quand même assez incisif à l'endroit de Michel Richard. Et bon, ça avait valu une demande d'excuses, une demande, même une poursuite, là, de mémoire, c'était 150 000 $. Et après ça, ben, la presse s'était excusée. Et Foglia s'était excusé, mais je pense qu'il avait traité Michel Richard de lasagne, quoi que ce soit. En tout cas, il s'était pas excusé directement à Michel Richard, il s'était excusé aux lasagnes et aux autres qualificatifs qu'il avait utilisés. Ça, c'est trop bon. C'était quelqu'un qui était adoré, mais qui ne cherchait pas, selon les témoignages aussi de ses proches, les projecteurs. Moi, ce matin, je me suis amusé à relire plusieurs de ces grands coups de crayon, de ces grandes chroniques, notamment une chronique qu'il avait écrite, là. Bonheur à tous, c'était pour souligner donc le décès de son ami Robert Duguay qui avait été emporté là, par 3 cancers peu de temps avant son 51e anniversaire. Alors, ce sont des textes qui marquent les époques, qui vont toujours rester, et ça fait du bien de relire du Foglia, et je pense qu'on va relire du Foglia encore longtemps. Parmi les choses qu'on va surveiller aujourd'hui, Alexandre, c'est la décision de la Banque du Canada. Est-ce qu'on aura une augmentation du taux directeur, une diminution, ou ça va rester stable? C'est un peu là, ce qui est en suspens ce matin. Oui, c'est jour de rapport sur la politique monétaire pour la Banque centrale, et selon les économistes, les marchés financiers, on s'attend à ce que ce reste pareil. Là. Pour l'instant, là, c'est là-dessus qu'on mise, soit à 2,75, le taux directeur qui a été maintenu là, déjà dans les 2 dernières décisions de la Banque du Canada, qui reste incertaine là, parce qu'il y a encore une inflation sous-jacente, hein, ça persiste, on voit les signes, mais il y a également un rapport sur l'emploi qui a été assez solide pour le mois de juin, ce qui était en soi étonnant. On ne s'attendait pas du tout à ça dans le contexte économique mondial. Et on avait publié la dernière fois la décision 2 espèces de scénarios au lieu de la prévision traditionnelle de l'économie canadienne en disant voici un scénario A, voici un scénario B dans l'éventualité des droits de douane. Est-ce qu'il va en avoir? À quel degré? Et là, on est juste avant le 1er août. Qu'est-ce qu'on va décider? Ce serait inchangé, donc, selon la plupart des économistes, comme je le dis, parce que c'est encore trop incertain. On ne sait pas comment les marchés vont réagir. On ne sait pas exactement quel genre de deal le Canada pourra obtenir des États-Unis. Puis sachant à quel point c'est une grosse partie de notre économie, là, les échanges commerciaux qu'on fait avec nos voisins du Sud, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Bref, la Banque du Canada qui devrait faire avec tout ça son rapport là, de politique monétaire, peut-être qu'on va y voir un peu plus clair par la suite. Ça baisse pas mal moins vite que ça a monté. Hein. Quand on regarde ça, là, on se souviendra de l'ascension fulgurante du taux directeur. Là, on montait ça 2 marches par 2 marches. On va vous dire, c'est pas mal plus difficile de descendre l'échelle que de monter dans ce cas-ci. Je m'attends aussi à ce que ça reste stable dans le contexte actuel, d'autant plus qu'aux États-Unis, on bouge pas non plus. Et même, on est en avance des États-Unis par rapport à ça. Au grand malheur du Donald qui fustige Jérôme Powell. On se souviendra de la scène lorsque Trump a visité le chantier de construction. Hallucinant. Justement, là, de la Banque centrale. Puis, les deux qui ne s'aiment pas, les deux qui se détestent. Mais Jerome Powell qui contredisait abondamment le président américain sur tous les chiffres qu'il lançait. On ne sait pas trop où il prend ça, ces chiffres-là. Mais bref, au Canada, on a un environnement un peu plus sain, une séparation un peu plus saine entre la Banque du Canada, Tiff Macklem, et le premier ministre Mark Carney. C'est pas le genre de relation qu'on a ici. On n'est pas obligé de s'américaniser sur tous les fronts. Non, de grâce. Plaît, non. Dans le journal, c'est une histoire particulière. C'est une jeune femme qui a frôlé la mort en faisant du karting. Ouais, Alexandra Lefebvre, 27 ans, qui, en fin de semaine, samedi, travaillait pour Rush Promo Girl Management pour un événement au parc d'amusement d'Anjou, où il y a, entre autres, une piste de karting. Et là, tout se passait bien. Il y a même plusieurs photos qui ont été publiées d'elle sur les réseaux sociaux, là, alors qu'elle faisait la promotion de l'événement. Et là, elle a fait une dernière course de kart, portait un casque, et c'est que, selon les photos qu'on peut voir là, d'elle, elle a des très longs cheveux avec des longues couettes qui sont roses et blondes, qui lui descendent là, jusqu'aux fesses, et elle les avait attachées dans une espèce de filet de sécurité à l'intérieur du casque, comme c'est le protocole d'habitude. Le problème, c'est qu'il y aurait une de ces longues tresses qui se serait échappée et aurait été tirée dans le moteur
du cœur, ce qui fait en sorte qu'elle a été projetée vers l'arrière. Elle a été littéralement scalpée. Je m'excuse pour les cœurs sensibles, mais surtout, c'est sa trachée qui a encaissé la majorité du choc et qui a été littéralement sectionnée. Et là, on a accouru à elle, on a tout fait pour pas qu'elle bouge. Elle disait ne pas être capable de respirer. On se comprend, là, la trachée sectionnée, c'est censé être une blessure mortelle. Et on a quand même réussi à la transporter à l'hôpital. On l'a mis sur un respirateur artificiel. Et là, s'en est suivi 2 opérations. Une première de 7 heures de temps, une deuxième de 4 heures, plusieurs transfusions sanguines. Et même le personnel à l'hôpital, selon sa famille, ne comprend pas comment elle est toujours vivante, mais elle est toujours parmi nous. Et là, on l'a sortie graduellement lundi d'un coma artificiel. Elle est capable de bouger, ça a l'air, ses jambes, ses mains. On avait peur d'une paralysie, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est capable de suivre des yeux ses proches dans la pièce, puis on dit que juste ça, c'est un pas de géant. Fait que ça s'annonce une très, très longue convalescence, malheureusement, pour la jeune femme. Et pour les proches, c'est parce qu'il va falloir modifier certaines règles de sécurité pour le karting, parce que c'était absolument dangereux selon eux. Ils disent qu'Alexandra aurait eu un trop grand casque, que c'est l'espèce de filet pour tenir ses cheveux, c'est un filet de cuisinier de resto, puis que ça peut pas retenir tous les cheveux qu'elle avait là, sur la tête. Donc, on demande à ce qu'il y ait des mesures de sécurité qui soient renforcées. Mais par contre, pour ce qui est des politiques du parc d'amusement d'Anjou, comme dans tous ces endroits-là, d'habitude, il est écrit qu'on assume toute responsabilité de dommages corporels, matériels, quand on achète des billets. Bref, c'est une histoire là, qu'on va suivre, là, surtout sa convalescence là, de la jeune femme, qui risque d'être ardue. On lui souhaite vraiment bonne chance. Phénomène qui est vraiment préoccupant et tu auras d'ailleurs un témoignage à nous faire là-dessus. Il y a plus de 50 personnes qui ont été droguées à leur insu à Montréal et ça, c'est juste cette année. Oui, entre le 1er janvier et le 29 juin, 51 cas précisément là, de soumissions chimiques qui ont été rapportés au SPVM. Et c'est dans la continuité de 2024, c'était 106 plaintes d'intoxication involontaire qui avaient été rapportées. À Québec, on dit qu'il n'y en a pas eu pendant le Festival d'été de Québec. Ça, c'est un soulagement. Mais par contre, autant du côté du SPVM que du SPVQ, on le souligne, c'est pas tous les cas qui sont répertoriés à la police. Là. Il y en a vraiment potentiellement encore plus. Là, on a procédé à une seule arrestation en 2025 de quelqu'un qui a commis un crime comme ça. On dit qu'il y a d'autres qui pourraient s'en venir et on met en garde les gens, là. Non seulement les femmes qui sont bien évidemment, la 84% des personnes qui rapportent tout ça, en grande majorité ciblées. Mais le GHB, là, oui, on l'appelle la drogue du viol, mais c'est pas juste utilisé dans ces cas-là. Puis, tu avais raison de le souligner, Alex. Je vous demande à la maison de faire attention. Je vous avertis, les gars aussi. Ça t'est arrivé, toi? Ça m'est arrivé. Il y a quelques années? Oui, il y a quelques années. J'étais à l'université, une fête d'université, comme on en a fait souvent dans un bar. Je partageais un pichet de bière avec une amie. Et j'ai compris par la suite, c'est elle qui était visée, c'était pas moi, mais on n'est jamais à l'abri. J'ai bu son verre. Tu sais, les 2 verres étaient pareils, un à côté de l'autre sur la table. J'ai bu le sien, c'était mon 2e verre de la soirée. J'ai perdu la carte complètement. Je peux pas vous dire ce qui est arrivé dans les heures qui ont suivi. C'est une amie qui m'a heureusement sauvé. J'étais dans le banc de neige en dehors, là, en plein hiver. Oui. Puis je me souvenais de rien. Puis on s'entend, ça t'en prend beaucoup pour être intoxiqué. Là, après 2 bières avec ta grandeur, c'est pas ça qui te met à terre. Là. On se comprend. J'ai bu mon lot de boissons à l'université, comme bien des gens qui ont fait la fête. Je connais mes limites. C'était pas une soirée où je les ai dépassées du tout. Puis sur le coup, c'est ce que je pensais. Puis je trouvais ça étrange. Je me suis réveillé sur un divan quelque part. On m'avait extirpé de la rue où j'aurais pu geler là, dans le banc de neige. Et on a compris par la suite, ma collègue avec qui j'étais, c'est mon amie, elle s'est toute fait voler ses affaires. Son manteau, sa sacoche, son sac à dos, son ordinateur portable. Puis c'est un motif qui est nommé d'ailleurs par les policiers. Là. Des fois, on va essayer de droguer quelqu'un pour voler ses effets personnels, pas seulement là, pour essayer de violer une femme ou un homme, par exemple. Donc, à faire attention, c'est sournois. Vous vous en rendrez pas compte. Ça goûte pas vraiment quoi que ce soit dans votre verre. Puis regardez les effets physiques, des ralentissements de la respiration, nausées, vomissements, somnolence, perte de conscience, diminution de la tension artérielle, des mouvements musculaires saccadés, une perte de coordination. Vraiment, là, si ça arrive comme d'un coup, posez-vous la question et surtout, faites attention à vos verres. C'est malheureux ce que je dis, mais vous ne pouvez pas laisser votre verre tout seul quelque part, malheureusement, parce qu'il y a des individus mal intentionnés un peu partout. Ça se fait en une fraction de seconde, là, visiblement, un regard détourné, et il y a des personnes mal intentionnées là, qui profitent de la situation, de la vulnérabilité. Soyons aussi bienveillants envers nos amis. Dans ton cas, à toi, une chance que tu avais des gens autour de toi qui ont veillé sur toi, qui ont pu
te prêter secours. Mais sincèrement, à chaque fois moi, que j'entends et que je lis des histoires comme ça, je trouve ça dégueulasse de faire ça. Tu sais, à des gens, c'est incroyable. C'est à se demander après ça, ceux qui ont réussi à pogner, est-ce que les peines sont assez dissuasives? Ou encore une fois, c'est des gens, vous savez, ils n'ont pas d'antécédents judiciaires, une petite tape ses doigts. Mais c'est à temps aussi, parce que si je me trompe pas, le GHB, c'est une drogue qui s'efface extrêmement rapidement du système. Fait que si tu vas pas voir, le temps que tu te rendes compte que c'est peut-être ça que tu as ingéré. Peut-être plus de traces. Oui, exactement. Exactement. Marianne, scène culturelle, on va surveiller ce dernier hommage qui va être rendu à Ozzy Osbourne aujourd'hui, c'est à Birmingham. Oui, c'est la dépouille d'Ozzy Osbourne, on se rappelle, décédé le 22 juillet à l'âge de 76 ans, qui va traverser sa ville natale de Birmingham en Angleterre. Selon la BBC, les fans vont pouvoir voir défiler le cortège sur le long du Broad Street dans le centre-ville. C'est à partir de 13h, heure locale, donc 8h pour nous. Par la suite, le cortège va se diriger vers le pont et le banc de Black Sabbath. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'il y a des milliers de fans qui ont laissé des hommages, qui ont laissé des messages, des compositions florales également depuis le décès d'Ozzy Osbourne. Donc, c'est un banc qui est dédié au groupe Black Sabbath. Ça a été inauguré en 2019 et c'est vraiment devenu le lieu de pèlerinage incontournable pour les fans du groupe et son chanteur. Présentement, il y a des portraits des 4 membres fondateurs du groupe. On a un logo également du groupe sur le côté droit avec le slogan « Made in Birmingham » en dessous. Et il y a le maire de Birmingham qui dit « On va rendre un dernier hommage à l'une des plus grandes légendes vivantes de Birmingham » dans un communiqué. C'est ce qu'il a déclaré. Et c'est ce cortège qu'on va pouvoir voir quelques images. Là. C'est dans les prochaines heures que ça va se passer. Si j'en ai au cours de l'émission, je vous tiendrai au courant. Parfait. Et au sport, Alexandre, on se demandait, après sa victoire éclatante à Washington, quelle Leila Fernandez allait se présenter à Montréal? Est-ce que ce sera une Leila Fernandez épuisée physiquement, psychologiquement, ou au contraire, elle qui va être portée, par exemple, par un certain momentum? Moi, j'étais hier à l'Omnium Banque Nationale avec mon père. On a eu la réponse assez rapidement. 6-4, 6-1, un match expéditif remporté par son adversaire, Maya Joint. D'ailleurs, Fernandez avait battu Maya Joint à Washington. Et là, ce qui retient l'attention, c'est sa conférence de presse d'après-match où Leila a écorché vraiment l'organisation de l'avoir fait jouer aussitôt dans la journée de mardi. Ouais, parce qu'elle expliquait que tout de suite après avoir fait sa finale à Washington, elle est en route vers l'aéroport, elle s'est fait dire qu'elle allait jouer en journée mardi. Et là, ça les a mis en beau fusil, elle et son coach, qui est également son père, Jorge Fernandez. Et là, ils ont essayé de discuter, ça a l'air avec des superviseurs de la WTA, là, pour demander à la Ligue si c'était possible de le repousser un peu, parce qu'on se comprend, elle est arrivée comme à 2h du matin lundi, à peu près. Ici, tu sais, le temps d'arriver, de faire les activités de presse, t'échauffer, t'entraîner un tout petit peu. Elle aurait aimé avoir quelques heures, au moins mardi, de plus pour être capable de, de se mettre à niveau puis d'être capable de jouer au maximum. Là, le problème, c'est qu'on a dit qu'on a comme ouvert la porte à ce qu'elle puisse jouer un premier match en soirée. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. C'est la Ligue qui tranche finalement. Et eux ont dit, c'est pas quelques heures. Puis là, ça a l'air qu'on leur a parlé très sarcastiquement, ça a l'air, là, en disant, c'est pas quelques heures qui vont changer ta préparation. Puis, that's it, tu vas jouer à 12h30 mardi. Et elle était en larmes là, pendant sa conférence de presse. On sentait énormément de frustration, des larmes de frustration et de déception aussi là, par rapport au public montréalais qui l'attendait de pied ferme, à bras ouverts, voulait voir une performance de la meilleure raquette au Canada chez les femmes. Malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. Et avec là, Bianca Andreescu qui a également déclaré forfait, malheureusement pour les amateurs, c'est plusieurs têtes d'affiche qui ne seront plus là. On va poser la question à 7h10 à Valérie Tétrault, la directrice de l'Omnium Banque Nationale de Montréal. De ce que j'en comprends, c'est que l'Omnium Banque Nationale aurait tenté vraiment de la faire jouer le plus tard possible et que c'est la WTA qui aurait été très rigide dans ses règles. Maintenant, j'aurais envie de dire à la WTA de leur retourner la question. T'sais, vous, là, dans vos espèces de règles très, très strictes, là, de faire jouer Leila en soirée, est-ce que ça aurait réellement changé grand-chose à votre premier tour, deuxième tour? Aux dernières nouvelles, là, hier, on était le 29 juillet jusqu'à 23h59. Alors, est-ce qu'on est plus avancé là, ce matin là, d'avoir précipité un retour au jeu de Leila Fernandez, qui était une des têtes d'affiche de ce tournoi en sol montréalais? Je veux dire, pour le rayonnement
rayonnement du tennis, là, Ouais. est-ce qu'on est réellement plus avancé ce matin en ayant un passage éclair de Leila Fernandez en 2 manches? Ça n'a pas duré longtemps, je te dis. L'heure et J'étais quart. là, on a cligné des yeux, c'était fini, là. Puis on le sentait, tu sais, Leila Fernandez, habituellement, est agressive, court les balles. Hier, là, elle courait pas les balles, manquait de précision. Tu sais, ce n'était pas l'athlète d'exception qu'on a l'habitude de voir. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire à la WTA, c'est est-ce que au niveau du rayonnement du tennis, est-ce qu'on est réellement plus avancé ce matin? Je pense pas, moi.